En tout cas, moi, ce que je constate, Natacha, c'est que tu es une vraie rebelle, hein, l'air de rien. Tu es chez Natacha. Bonsoir et bienvenue dans Mimi, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. C'est la sixième saison, le 11e épisode, et je suis accompagné de Miss Natacha. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, mais tu sais que moi je suis accompagnée par le Père Noël. Rien que lui, à la vue de ta barbe, je me suis dit, ça y est, Noël approche. En plus, t'as du rouge. T'y es, il manque plus que le reste là, hein. Le bonnet, les rênes, et tout et tout. Oui, bah, effectivement, c'est un travail de longue haleine chez moi pour pouvoir laisser pousser 3 centimètres de barbe. Parce que tu sais, j'ai ma dans ma chaîne secondaire, j'ai ma petite émission annuelle qui s'appelle, les lettres du Père Noël. Ce sont des lettres que Tolkien envoyait à ses enfants il y a un siècle tout juste, et donc depuis 2 ans, je lis les lettres du siècle, de l'année correspondant au siècle dernier. Donc là, je vais lire, pour Noël, la lettre de 1925, voilà, et il faut que j'ai voilà, une petite barre de circonstances, mais dès que je fais l'enregistrement, je rase tout, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais ce soir, bien écoute Natacha, je vais, t'amener, dans un autre lieu qu'au pôle Nord. Moi, je vais t'amener sur la Lune, voilà, comme on l'a évoqué la semaine dernière, hein. On avait commencé à parler de cette émission, puis comme l'émission était un peu longue, je pense qu'on a bien fait de la reporter, parce que celle-ci aujourd'hui va aussi être relativement longue. Et toi Natacha, tu vas nous parler d'un cas un petit peu particulier, qui est un cas que tu aimes bien, parce que je l'ai déjà oublié. C'est le syndrome de la Havane. Certains connaissent peut-être. Et donc c'est le syndrome de la Havane. Je vous expliquerai ce que c'est et ensuite on parlera, du coup, guerre cognitive. Et figurez-vous que ce ne sont pas des inventions. Ouais, voilà. Donc, un programme encore très chargé. J'en profite aussi, pour vous rappeler que Natacha a sa chaîne aussi, hein, Natacha & Co. Voilà, et qu'elle est aussi, thérapeute psychocorporelle. Si tu veux nous rappeler en 2 mots ce que ça signifie exactement? Je travaille sur les liens entre le corps et les émotions pour réguler, en fait, ce qui se passe dans le corps. Il peut y avoir des problèmes de symptômes physiques, de symptômes psychologiques, qui sont pas des maladies, mais qui sont simplement des choses qui nous empêchent d'avancer. Et donc voilà, je travaille avec le corps, les émotions. Puis et tu sais, j'ai un petit don aussi de famille, j'ai, du magnétisme dans mes mains et du coup, je ramène ça là-dedans. C'est ça, il paraît que ça vibre au bout de tes doigts. Là, 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 Ah beaucoup là. là, pardon, Là, mais dans c'est le creux. Voilà, en tout cas, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo, son site, sa chaîne YouTube. Vous comme ça, vous ne manquerez rien concernant Natacha. Allez Natacha, je partage donc de suite, un petit PowerPoint. Et oui, je crois que c'est la première fois en 10 ans d'émission que je prépare un PowerPoint, pour vous dire. À la base, j'étais tombé sur une bête information, concernant la déclaration du nouveau patron de la NASA, et puis j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai creusé, quoi. Je me suis aperçu que j'étais nullissime, sur, les informations concernant la conquête spatiale lunaire, heu, aujourd'hui, et je me suis aperçu que finalement on était quasi, mais quasi en train de vivre ce que nos parents ou grands-parents, pour les plus jeunes d'entre vous, ont vécu dans les années 60, avec cette fameuse, course à l'échalote entre les Russes, et les Américains, pour qui sera le premier à mettre le pied sur la Lune. Heu, Vous savez que je suis en train de préparer le fameux Moonhawks, là, qui va sortir juste après Noël. C'est d'ailleurs un peu à cause de ça que je suis tombé sur l'information d'aujourd'hui. Eh bien, vous allez voir,
et vous allez vite faire le rapprochement entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passait déjà il y a, quoi, 60 ans maintenant? Ouais, c'est ça, 1965, il y a 60 ans. Vraiment, ils ont été très, très forts, hein, en 69 pour arriver à mettre un pied sur la lune, et ça, on en reparlera dans une prochaine émission. Allez, je partage mon petit document. Donc et grande première pour moi, Natacha, PowerPoint. Et moi, je suis impressionnée. Bon attends, t'as pas vu? T'as pas vu jusqu'où on va aller? Bon non, j'ai pas mis de trucs qui font zzzz et puis de trucs qui font quiz et puis non, non, j'ai vraiment fait le truc, basico-basique, j'ai même pas eu le temps de le finir tel que je voulais le faire, pour tout vous avouer. Mais, voilà, bon, je suis pas là pour faire non plus une conférence, surtout que c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai compris de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette conquête lunaire. Ce monsieur, il s'appelle Jared Isaacman. C'est donc le nouveau boss de la NASA et bah, il a déclaré au mois de novembre ou non, début décembre, je crois: «Ce n'est pas le moment d'attendre, mais d'agir», et donc grande question, pourquoi est-ce que le nouveau patron de la NASA, est en train de s'exciter, sur, l'action à mener par rapport à la conquête, quoi, à la reconquête, on va dire reconquête, hein, de la Lune. Eh bien, figurez-vous qu'on arrive dans la même situation, donc comme je disais tout à l'heure, qu'il y a 60 ans. C'est la course à l'échalote Mmh. et ils sont tout simplement, les Américains sont en train de flipper et de se dire qu'ils arriveront jamais à aller sur la Lune avant, les Chinois, parce que les Chinois, ils ont quand même comme objectif Lune, comme dirait Tintin, 1930, 2030 pardon. Donc voilà, ça s'excite du côté de la NASA. Alors, déjà, on va essayer de remettre un petit peu, en place qui est ce monsieur, Jared Isaacman. Alors c'est quelqu'un qui est quand même relativement jeune, Natacha. Il est né le 11 février 1983, Mmh. tu vois? Donc, il a 42 ans, logiquement. Il est connu pour avoir fondé Shift 4 Payments. C'est une entreprise, un petit peu équivalente à PayPal, hein. D'ailleurs PayPal, ça te parle, hein, l'inventeur de PayPal, il me semble que c'est Elon Musk qui a fondé PayPal, en 2000 quoi, je crois, j'en suis sûr, et donc forcément c'est un pote à Elon Musk, hein, ce Jared Isaacman. Il a aussi été, leader, quoi, en tout cas spécialisé dans l'entraînement de pilotes militaires. Il a créé une société qui s'appelle Draken International, qui est une société qui a un peu pignon sur rue aux États-Unis, et donc voilà, il s'est fait beaucoup, beaucoup d'argent et il a été le premier à faire partie de la mission spatiale privée, avec SpaceX en 2021, hein. Tu te rappelles quand Elon Musk a envoyé des touristes dans l'espace, avec, son vaisseau, quoi, baptisé Inspiration 4, et ensuite, il a remis ça en 2024 avec le Polaris Dawn. D'ailleurs, il a été le premier à faire une sortie extravéhiculaire privée dans l'espace. Donc Mmh. cet homme-là, et c'est quand même pas n'importe qui dans l'absolu, hein, c'est quand Mmh. même le premier à se balader dans l'espace, mais en n'ayant pas l'étiquette, cosmonaute, astronaute, taïkonaute, voilà. Et c'est juste un fan d'aviation, richissime, et il est sorti dans l'espace depuis, Polaris Dawn. Donc pour le coup, il a sur le CV, il est plutôt pas mal. Donc forcément, bah, il fait partie un petit peu du sérail de Trump, hein, qui l'a nommé en 2024 pour diriger la NASA, et bizarrement, cette nomination, lui a été retirée en avril 2025. Alors, j'ai trouvé avril, j'ai trouvé mai, donc à mon avis, ça va être fin avril, début mai. Heu, donc, moi, Trump l'a un petit peu limogé pour ensuite lui redonner les commandes en novembre 2025. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si tu te rappelles, en 2025, tu as Trump et Elon Musk, à un moment donné,
ils étaient plus vraiment copains, hein. C'est bah, surtout après que Musk ait fait, alors je sais pas si c'est lié, mais c'est ça quand même, c'était quelques jours après qu'il ait fait son petit, tu sais, hein, salut Oui. fasciste, là, pendant sa conférence. Bon, donc il y avait de l'eau dans le gaz entre, Trump et Musk, victime collatérale, eh bien, c'est Jared Isaacman qui a sauté et puis finalement, il a été remis, eh bien, le mois dernier, à la tête de la NASA. Du coup, quand il a repris ses fonctions, il a remis une nouvelle directive, à la NASA parce que je sais pas, moi j'avais gardé en tête que finalement la course aujourd'hui, c'était qui mettrait en premier le pied sur Mars. Eh bien non. En tout cas, oui, c'était vrai il y a un an et non, ce n'est plus forcément vrai aujourd'hui. La nouvelle course, c'est qui remettra le pied sur la Lune et donc il déclare, hein: «Les États-Unis retourneront sur la Lune avant notre grand rival et nous y établirons une présence durable». Donc voilà, ils veulent se positionner sur la Lune pour ensuite, faire une base avancée qui leur permettra d'aller sur Mars. Donc Isaac Mann a clairement affiché cet objectif, hein, de faire revenir, les États-Unis avant la Chine sur la Lune, en s'appuyant sur un programme, le programme Artemis. On y viendra un peu plus loin. Je t'expliquerai exactement en quoi consiste ce programme. Donc son objectif, hein, c'est comme je l'ai dit, il souhaite établir une présence durable. Donc c'est pas juste, on se pose sur la Lune, on fait deux-trois fois les foufous sur la Lune en sautant à travers, en faisant des bonds de souris sur la Lune et puis on repart. Non, non, là, c'est vraiment, mettre une base lunaire et d'ailleurs, les bases lunaires, est-ce que tu sais à peu près où est-ce qu'ils veulent les positionner? C'est pas sur la face, cachée, non? C'est pas ça? Alors pas tout à fait, en fait, c'est sur les pôles. C'est sur les pôles parce que, je crois que c'est au pôle sud parce que c'est là où il y aurait la plus grande concentration d'eau. Ce qui est drôle parce que pendant des années et des années, on a dit: «Il y a pas d'eau sur la Lune». Maintenant, on on dit: «Si, si, il y a de l'eau» et c'est plutôt sur les pôles. Donc la Chine a le même objectif, hein, c'est d'aller, coloniser le pôle sud de la Lune. Alors la différence avec, on va dire, la conquête spatiale des années 60, qui était entièrement financée, par les États-Unis, là, c'est un patron milliardaire, donc pour lui, il veut surtout miser sur des partenariats public-privé. Voilà. Donc il mise sur une culture mission first, donc pour les non anglophones, la mission d'abord, en encourageant, l'innovation et les partenariats avec le secteur privé et donc on va le voir, il va lancer des appels d'offres, de plus en plus, nombreux pour que, bien, les sociétés qui participent à cette mission lunaire s'y retrouvent après financièrement parlant. Donc heu c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la Lune, Mars, effectivement, cet objectif Mars, pour les Américains, il y a encore de cela quelques mois. Maintenant, c'est et la Lune et Mars. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir tester et comment dire? Optimiser les coûts, par rapport à tout ce qu'ils sont en train de construire, comme, le lanceur, SLS, comme, la navette Orion. On le verra plus loin, ils vont aussi créer un Gateway, c'est-à-dire une espèce de d'ISS qui va tourner autour de la Lune. Alors c'est marrant, moi, Natacha, j'en avais jamais entendu parler avant d'étudier ça. Le Gateway, je connaissais pas. Orion, je ne savais même pas qu'ils avaient baptisé leur nouvelle, navette comme ça. Donc voilà, je pense que c'est vraiment là, les 3 années qui arrivent, il va falloir s'intéresser de plus près à cette conquête, spatiale et donc lui, sa vision à long terme, hein, c'est d'envisager un futur où des milliers de personnes vivront et travailleront dans l'espace,
avec des avancées en biotechnologie, en énergie et surtout en technologie minière, hein. Je pense que l'objectif, on a tous, le film allez, Schwarzenegger, qui se passe sur Mars et qui s'appelle, Natacha, Je l'ai pas vu, donc je ne suis pas au courant. Total Recall avec Schwarzenegger, hein, ah, tu l'as peut-être vu celui-là? Je crois, en fait. Bah oui, Je crois que je l'ai vu, ouais. qui est un film qui est génial où en fait il va faire une espèce de simulateur de rêve, de fantasme et puis ou de voyage. Ouais, c'est de voyage, onirique dans un simulateur Mmh. et finalement le simulateur, a l'air de réveiller en lui une mémoire qu'il avait oubliée parce que en fait, c'était un rebelle, de Mars, qui s'était effacé exprès la mémoire et cetera et cetera. Voilà et donc sur Mars, bien Mars, c'est une planète qui est surexploitée sur le plan minier où finalement les humains ils vivent pas plus heureux et moi quand je lis ça, j'ai l'impression qu'ils veulent nous faire un Total Recall, hein. C'est, c'est assez drôle. En tout cas, j'ai l'impression qu'on touche vraiment la SF du bout des doigts là, hein. On y est de plus en plus, hein. Ah ouais, bon, on y est carrément. Alors, quels sont les atouts des États-Unis par rapport aux Chinois? Qui va gagner cette course à l'échalote? Bon déjà, les États-Unis, forcément, ils ont l'expérience. Heu, la NASA dispose d'une longue histoire, de l'exploration lunaire avec les fameux programmes Apollo, avec, des missions robotiques, récentes et ils ont aussi une infrastructure assez solide, hein, et dernièrement avec le programme Artemis, avec le lanceur SLS, avec le vaisseau Orion. Voilà, ils ont de quoi, sur le papier, répondre à cette, course lunaire. Ils ont de nombreux partenariats privés, donc SpaceX, qui est quand même pas des moindres, hein, Elon Musk qui investit ses fonds dans cette course. On voit qu'il y en a un autre qui est arrivé, qui s'appelle le Blue Origin. J'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a cette société-là, Blue Origin? Tu en as entendu parler déjà? Ouais, il me semble. Mmh. Et Ouais. en tout cas, elle va peut-être avoir son mot à dire dans cette course, lunaire et hem et donc l'objectif, hein, c'est de ne plus faire de jetables parce qu'en fait les missions lunaires des années 60, bah, une fois qu'ils utilisaient le lanceur poubelle, quoi, tout partait à la poubelle, quoi. Il y avait pas de développement durable, en tout cas dans l'utilisation des vaisseaux et des engins, pour cette conquête spatiale. Là, ils essayent au maximum de pouvoir réutiliser les lanceurs, il va y avoir pas mal de recherches qui ont été faites pour les faire réatterrir, pour pouvoir, tu vois, les réutiliser pour plusieurs lancements et cetera. Donc il y a vraiment réutilisation ambitieuse de tous les modules, que ça soit de décollage sur la Terre ou aussi de décollage à l'unissage, sur la Lune. Heu, les États-Unis ont une alliance internationale avec, l'Europe, hein, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, avec le Japon, le JAXA et il y a d'autres pays, forcément qui aussi mettent leurs billes dans dans cette mission Artemis. Afin entre autres de renforcer, tout ce qui est, recherche scientifique, et cetera. On verra que les Chinois, eux aussi de leur côté, font la même chose avec les Russes, et avec, tout un tas de pays qui gravitent, autour d'eux. Et l'objectif annoncé, c'est la NASA vise un retour d'astronautes sur la Lune dès 2026 avec Artemis 3. Autant te dire de suite, je te spoil la fin, 2026, c'est foutu. Ils ne vont pas y arriver. Et les Chinois, c'est pas pour 2026 parce qu'eux, ils sont pas fous, ils ont pas annoncé 2026, ils ont annoncé, 2030 et donc voilà, c'est pour ça que notre ami Jared là, il s'excite, il se dit, en train de se dire: «Est-ce que les États-Unis vont vraiment pouvoir battre la Chine à cette course, lunaire?»
On va voir, ce qu'il en est. Parce que le problème des Américains, eh bien, ils accumulent retard sur retard et c'est là où on va s'apercevoir que finalement cette technologie pour aller sur la lune, eh bien, elle est pas si simple et tout ce que je vais vous dire là, donc qui s'est passé entre 2022-2025, reportez la même réflexion avec, 60 ans en arrière. Voilà, essayez de faire comme ça ce petit va-et-vient avec 60 ans en arrière pour voir, comment ça pouvait se passer il y a 60 ans. Là, par exemple, SpaceX doit encore réaliser plusieurs étapes critiques avant de pouvoir envoyer des astronautes sur la Lune, comme un alunissage automatique sans équipage. Ça n'a pas encore été fait. Donc forcément, tant qu'ils n'ont pas testé un alunissage automatique sans équipage qui ne se scratchera pas sur la Lune, bah, ils vont pas envoyer d'équipage. Donc ça devait être fait en 2025, ça a pas encore été fait. Ils doivent aussi, travailler sur le ravitaillement en orbite. En fait, afin de pouvoir, comment dire? Gagner, en autonomie, sur la Lune, ils vont faire une espèce de transfert de carburant entre 2 Starship et ça n'a pas encore été testé non plus avec succès donc tant que ça n'a pas été fait, eh bien, c'est pas encore possible de penser à des missions lunaires de longue durée, hein. L'objectif, c'est pas juste de faire un saut de puce, hein, c'est de pouvoir rester sur la Lune. Le Starship doit être capable de décoller, se ravitailler en orbite, allunir, puis redécoller pour ramener l'équipage en orbite lunaire. Bon, beh, toutes ces étapes-là, elles n'ont pas été validées. Bah, le problème, c'est que l'unisseur Starship de SpaceX, pour Artemis 3, bah, il ne sera pas prêt dans les temps pour un alunissage en 2026. D'ailleurs, la NASA et SpaceX visent désormais 2027, pour, officialiser, l'utilisation de Starship dans cette aventure lunaire. Donc Starship, c'est l'équivalent du LEM d'Apollo. J'essaie de vous redonner un peu les bons termes, hein. Donc, le LEM qui était l'engin pour, allunir en 1969. Aujourd'hui, ce serait Starship. Bah, ça sera Starship si, s'il fonctionne bien. Parce que si c'est pas Starship, ce sera peut-être celui-là, ce sera peut-être Blue Moon. En fait, Blue Moon, c'est l'alternative envisagée par la NASA pour sécuriser le retour sur la Lune face au retard technique, rencontré par, Starship. Donc, c'est en 2025, en octobre 2025, où la NASA a lancé un appel d'offres pour un second alunisseur, afin de ne pas dépendre uniquement de SpaceX, hein. Donc c'est Blue Origin qui a répondu à l'appel d'offres. Il y en a d'autres aussi, mais bon, c'est quand même celui-ci qui est le plus avancé. Alors, il est plus petit en taille, c'est pas pas la même contenance. Je crois qu'on peut mettre que 4 bonhommes dedans, pour 6 ou 8 dans Starship. Heu, mais en tout cas, voilà, ils pensent peut-être aller sur ce genre de vaisseau si Starship est pas prêt, parce qu'ils se mettent encore une fois la grosse, grosse pression. Il faut y être avant les Chinois. Voilà. Ah oui, il y a d'autres retards sur le développement des combinaisons. Alors là, c'est pareil, tu te dis, «Attends, mais des combinaisons, ça fait quand même 60 ans qu'ils en ont, hein, quand ils ont été sur la Lune en 69, ils avaient des combinaisons. Quand ils sont dans l'ISS, ils ont des combinaisons, pourquoi est-ce qu'il y a à nouveau des recherches sur les combinaisons?» Bon, beh, visiblement, heu, les combinaisons de l'ISS sont pas tout à fait adaptées pour aller sur la Lune et autant te dire que les combinaisons, qu'ils utilisaient il y a 60 ans, c'est même pas la peine d'y penser. Alors déjà, c'est très drôle, je l'ai pas mis dans les slides, mais je vais vous le raconter vite fait. Les combinaisons d'il y a 60 ans, heu, ils pouvaient tout juste plier les genoux et donc s'ils pouvaient tout juste plier les genoux, comment est-ce qu'ils faisaient pour descendre et remonter des échelles du LEM? Essaye de descendre et de monter, avec les jambes raides comme ça. Mmh. Ouais, ouais, pas facile.
Bon, alors après, ils vous expliqueront qu'ils faisaient ça à la force des bras, et cetera, mais c'était pas facile. En tout cas, du coup, ils ont retravaillé ces combinaisons. Les nouvelles combinaisons sont appelées les XMU, Exploration Extravehicular Mobility Unit. Et donc ça, c'est celle pour la NASA. Et pour Axiom Space, l'autre société qui fabrique les combinaisons, c'est l'AXMU. Voilà. Donc elles doivent être flexibles, résistantes, et bien plus flexibles et bien plus résistantes que celles de l'Apollo ou de l'ISS. Bon, déjà, elles doivent résister à des températures extrêmes, parce que les pôles lunaires, la température va de -250 à +120 degrés. Quand ils étaient au milieu de la Lune, je crois que ça allait de -150 à +150. Là, ça va de -250 à +120 degrés. Donc, ou c'était peut-être -120, +120. Voilà. En tout cas, -250, là, on n'est pas très loin du zéro absolu. Du coup, il faut que les combinaisons puissent résister à cette température. Il faut qu'elles puissent permettre une mobilité accrue. Bah oui, marcher, se baisser. Ils se sont aperçus qu'avoir des Playmobil sur la Lune, c'était pas forcément la meilleure façon de pouvoir faire une conquête spatiale. Là, j'ai découvert ça aussi, protéger contre la poussière lunaire abrasive. Visiblement, sur Apollo, c'est un problème majeur qu'ils avaient rencontré. La poussière lunaire usait très rapidement les combinaisons. Et le problème, c'est qu'ils accumulent donc ces problèmes de fabrication. Axiom Space et Collins Aerospace ont accumulé des retards dans la production de prototypes. Entre autres, justement, par rapport à ces poussières abrasives, ils doivent mettre des couches de protection anti-poussière. Ils doivent mettre aussi des couches de protection thermique par rapport au -250 degrés ou au +120 degrés. Donc voilà, ils ne sont pas encore tout à fait au point au niveau des matériaux utilisés. Hem, les tests de pression et d'étanchéité sont plus longs que prévu. Ah ça, c'est ballot, parce qu'effectivement, si tu as pas l'étanchéité, ça va pas durer. Ça va pas rester très longtemps vivant, hein, donc c'est le minimum. Quoi, moi, ça me fait quand même halluciner, hein, qu'ils rencontrent tant de problèmes sur des technologies qui sont censées quand même maîtriser depuis 60 ans. Mais je ne suis pas ingénieur de la NASA, c'est peut-être normal. Hem, ah oui, ils ont amélioré aussi les systèmes de support de vie portable. Tu sais, c'est les espèces de petits trucs là qu'ils ont, de petits sacs à dos qu'ils ont. Hem, cette combinaison doit intégrer un système de survie autonome, donc oxygène, CO2, régulation thermique, pendant 8 heures. Sur Apollo, elle a duré 6 heures. Bon, là aussi, je trouve que le gap, en 60 ans, on a gagné que 2 heures. C'est pas énorme, quoi. Heu, bon, hem, bah, ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, du coup, hein, au niveau de la mobilité, les premiers prototypes étaient trop rigides, donc Axiom Space a dû revoir les articulations des bras et des jambes de façon à les aider à pouvoir, travailler sur la Lune. Hem Et les combinaisons doivent s'adapter aux différents types de véhicules qu'ils vont utiliser à travers leur voyage. Donc, Orion, c'est la navette, l'alunisseur, donc soit Starship, soit Blue Moon, la station Gateway. Bon, voilà, visiblement, il doit y avoir des compatibilités à mettre en place. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça apporte encore du retard sur le retard. Objectif, avant 2030, hein, je rappelle, hein, donc on y est presque, hein. Hem Il y a des retards qui sont liés aux tests. Bah, oui, parce qu'ils vont forcément faire des tests en environnement lunaire simulé. Bon, eh bien, les tests qui sont faits dans des chambres à vide et des paysages lunaires artificiels, comme au Johnson Space Center, eh bah, les tests prennent beaucoup plus de temps que prévu. Ils ont des problèmes de visibilité avec leurs casques. Je vois plus rien. De communication, avec les systèmes, d'Orion et de Gateway. Honnêtement, voilà, la liste, moi, j'ai l'impression qu'elle est sans fin, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Natacha, mais tu te Ouais, dis c'est ouais, c'est vraiment étonnant, ouais. c'est ouais, c'est pas Ouais, loin, ouais. ça ressemble à de l'amateurisme, ou alors c'est pas que c'est de l'amateurisme, mais c'est que par rapport à l'échéance, à la deadline qu'ils se sont donnée,
tu as l'impression qu'ils sont pas du tout prêts, quoi. C'est Ah juste pas non, c'est clair. possible. Non, non, mais j'ai l'impression, moi, que c'est une histoire de communication. D'ailleurs, ça introduit pas mal le sujet, que je vais évoquer tout à l'heure avec, la guerre cognitive, hein. Mmh mh. Je te parlerai du projet, qui est actuel, hein, du projet GECO. Mmh mh. Tu verras ce que c'est. Ah oui, mais de toute manière, on est dans une guerre de Mmh. communication, clairement, hein. Ah, c'est ouais, c'est très, très étonnant, ouais. Moi, j'avais comme idée effectivement que les différents, projets spatiaux dont, évidemment, les projets lunaires alors tu vas peut-être nous démontrer que ça n'a pas eu lieu, mais pour moi, je suis dans ce qui m'a été appris pour le moment, jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire, qu'ils ont atterri sur la Lune. Bah, depuis, c'est vrai que je me dis depuis ce temps, ça fait 60 ans, je me dis: «Ben, c'est bizarre qu'il y ait autant de problèmes aujourd'hui». Alors peut-être que les combinaisons sont pas du tout les mêmes, que de ce fait, apparaissent de nouveaux problèmes, je ne sais pas. Mmh. Bah, effectivement, les combinaisons sont plus les mêmes, hein. J'ai essayé de voir si elles étaient compatibles et cetera. Non, elles ne le sont plus. Les technologies sont plus les mêmes. Elles sont pas adaptées, ben, à des technologies, électroniques, informatiques. Donc il y avait parfois, ça je peux le comprendre, je peux l'entendre. C'est plus simple de repartir de zéro que de devoir, réadapter, rebricoler des trucs sur des choses existantes. En informatique, souvent, c'est le cas. Vaut mieux repartir d'une feuille blanche plutôt que d'essayer de rebidouiller le programme existant pour pouvoir en faire quelque chose qui finalement va fonctionner sur 3 pattes parce que c'était pas prévu, c'était pas pensé, avec, des conceptions modernes. Donc Mmh. ça, je peux le comprendre, mais malgré tout, 60 ans, quoi. C'est pas comme si on parlait d'un truc qui s'était Ouais, fait il y a 20 ans. puisque tu as étudié le sujet, peux-tu me dire s'il y a eu des programmes qui se sont arrêtés et ou qui ont perduré, qui ont continué et qui de fait, auraient arrêté la recherche là-dessus? Sur quoi? Sur les combinaisons? Sur les combinaisons, sur tous les systèmes d'alunissage, de Non, départ. j'ai pas Est-ce qu'il y a eu, des ruptures dans la recherche et le développement, l'innovation ou est-ce que ça a continué? non, je t'avouerai, je ne sais pas. Pour le moment, c'est vrai que je suis en train d'étudier la partie, 69. J'ai étudié la partie, on va dire, 2024-2025, mais entre 2, j'ai pas encore été creusé, donc je voudrais pas dire de bêtises, je sais pas. Mais c'est vrai que tu as l'impression que ça ils ont levé les stylos pendant des années avant de s'y remettre, quoi. De loin, c'est l'impression que ça donne. Je vous dirai ça le jour où j'irai chercher un peu plus, sur ce sujet-là. Alors si on revient aux réactions de la NASA, eh bien, de fait, hein, la NASA a repoussé Artemis 3 à mi-2027. On n'est plus sur du 2026 parce que, elle a reconnu que les retards de SpaceX et puis des autres partenaires, comme les combinaisons spatiales, hein, rendent impossible un alunissage en 2026 et encore moins un alunissage habité. Donc, ils ont cherché des scénarios alternatifs, pour Artemis 3. Donc Artemis, c'est le nom de la mission. Heu, Ils se sont dit: «Bah, tiens, on va peut-être faire une mission en orbite lunaire sans alunissage». Donc la NASA étudie la possibilité de transformer la mission Artemis 3 en une mission où l'équipage resterait en orbite lunaire. Donc, le vaisseau Orion serait quand même habité. Il, resterait, amarré sur les premiers modules du Gateway et ensuite, l'alunissage se ferait en autonomie sans être habité. Ça permettrait de tester des systèmes critiques comme le ravitaillement, l'amarrage, tout en évitant de prendre des risques inutiles à nos pauvres, astronautes. Donc,
il pourrait du coup s'appuyer davantage sur la station Gateway, qui serait, elle, en orbite lunaire, comme base intermédiaire pour les missions habitées, en attendant que les administrateurs soient opérationnels. Ça leur permettrait de maintenir une présence humaine à proximité de la Lune, mais pas sur la Lune. Donc du coup, si les Chinois, eux, se posent, bah, ils perdraient la course à l'échalote. Donc je suis pas sûr que ça leur plaise. Donc je suis pas sûr que ça leur plaise. Et effectivement, de toute manière, la NASA ne compte pas du tout abandonner cette course à la Lune, hein, donc on va voir ce que ça peut donner. Alors, ils vont essayer d'accélérer les partenariats avec les autres pays, coopération avec le Japon et l'Europe, hein, donc on a parlé du JAXA, de l'ESA, où chacun vont apporter leur propre contribution sur la station Gateway, sur des rovers lunaires, sur bah, tout un tas de partenariats techniques pour diminuer les coûts et puis accélérer un petit peu tous les délais. Mais c'était intéressant, c'est que la NASA priorise tout de même la sécurité et la fiabilité de ses expéditions, ce qui est tout en leur honneur. Et donc, elle préfère faire des tests supplémentaires, elle insiste sur la nécessité de valider chaque étape avant d'envoyer un équipage. Donc, si Starship ou un autre alunisseur ne remplit pas les critères, eh bien la mission serait reportée, même si cela signifie laisser la Chine devancer les États-Unis. Bon, ça, c'est le discours officiel, hein, mais je ne crois pas tout à fait, mais en tout cas, ça te donne quand même ce sentiment que oui, ils vont y arriver, mais que la masse de tests, de vérifications, d'essais, et cetera, elle est quand même conséquente et qu'en 3 ans, c'est ça, là, on est à la porte de 2026, hein, on va bientôt fêter Noël, donc 2026, c'est demain. Et ils veulent y arriver avant 2030. Donc avant 2030, c'est 2029. Donc c'est dans 3 ans. Eh bah, écoute, moi j'ai pas l'impression qu'en 3 ans, ils arrivent à résoudre, et à fiabiliser tout ça. Ils auraient dit dans 10 ans, tu vois, 2040. Oui, mais là, les Chinois sont plus malins, hein. Eux, ils vont envoyer des robots. Et puis après, ils enverront des hommes. Mais on verra ça. Donc, eh bien oui, si SpaceX ne tient pas ses engagements, eh bien les États-Unis vont être devancés par la Chine qui vise 2030. Alors, les missions Artemis, donc il y en a 4. Il y a Artemis 1 qui, elle, était, une mission qui s'est déroulée en 2022, une mission, en vol autonome, donc sans humain à l'intérieur. Écoute, ça a été un succès. On a réussi à s'extraire de la Terre, faire le tour de la Lune, puis revenir et puis, de mémoire, le vaisseau a même réatterri, sur, la plateforme de SpaceX, sans exploser, sans s'écraser, hein, il me semble de mémoire. J'ai pas été vérifié, mais vous me dites, hein, dans les commentaires. Bah, Donc, c'est marqué, amérissage dans le Pacifique, donc est-ce que c'est sur la plateforme? il me semble, que c'était sur ouais, une plateforme dans le Pacifique, mais c'est quand même sur une plateforme. Ils l'ont récupéré après tu vois, une plateforme, flottante. Mmh. Ensuite, Artemis 2, bah, c'était un, 1 vol quoi, 1 le premier vol de la mission Artemis, 1er vol habité autour de la Lune. Il était initialement prévu en septembre là de cette année. Ça a été repoussé en avril 2026 pour des raisons des problèmes techniques, hein, bouclier thermique, système de support, il y a aussi un retard sur le lanceur, SLS. Donc là déjà, ils sont pas au rendez-vous, ils vont perdre 6 mois. Pourtant Orion, hein, la navette, elle est prête, hein, pour Artemis 2, mais son utilisation pour des missions lunaires, dépendra des alunisseurs qui sont eux pas prêts et du gateway qui est pas encore complètement, prêt, hein, on verra un peu plus tard, qui sera prêt plutôt pour Artemis 3.
Donc, leur objectif, c'est Artemis 3, l'alunissage, mi-2027. Il faut que Starship ou que Blue Moon soit prêt là aussi, hein. Et Artemis 4, donc c'est à partir de 2028. Donc là, à partir de 2028, ils vont faire des missions annuelles parce qu'ils vont venir s'accrocher ici au Gateway. Ah, pardon. Ils vont venir ici s'accrocher au Gateway, tu vois, qui va tourner autour de la Lune. Et donc, du Gateway, ils vont pouvoir descendre régulièrement sur la Lune. Et puis, tu as des navettes qui vont faire un petit peu le va-et-vient entre la Terre et le Gateway. Et donc, à partir de 2028, ils devraient envoyer tous les ans des petits bonhommes sur la Lune et qui vont petit à petit créer les fameuses bases lunaires Cosmos 99 pour les plus anciens d'entre nous. Ça vous rappellera quelque chose. Tu l'avais vu cette série, tu t'en rappelles? Non, Tu t'en rappelles pas de cette série, Natacha? non, j'ai jamais vu cette série, non. J'ai jamais. D'accord. C'est une série des années fin 70, début 80, je crois, où ben, la Lune avait été colonisée en 1999 ou un peu avant. Et puis en 1999, il y avait, alors je sais plus si c'est une explosion nucléaire, une guerre nucléaire sur Terre, ou s'il y avait un truc qui fait que la Lune s'est décrochée de son orbite lunaire et puis elle s'est mise à voguer dans l'espace, tel un vaisseau. Voilà. Mmh. Bon, ça fait très longtemps que j'ai vu, hein, c'est pareil, hein, c'est les plus anciens d'entre nous, vous, si vous vous rappelez exactement du scénar de Cosmos 99, n'hésitez pas à le partager. Donc le Gateway, c'est ça. Il ne sera pleinement opérationnel qu'à partir de 2028. Donc, avec un assemblage de modules, tu vois, ils vont assembler petit à petit ces modules. Ils vont commencer en 2026. Donc, le premier module qui s'appelle Halo et le module de propulsion énergie, le PPE, eux sont en construction, mais leur lancement a été repoussé. Bah, déjà, tu vois, encore un retard. Bam. Effectivement, le lancement initial était prévu fin 2025, mais ce mois-ci, et puis beh, ça sera fin 2025, ça sera en 2026. Les deux autres modules, IHAB et Esprit, eux, devraient être lancés en 2027 et 2028. L'assemblage se fera en orbite lunaire. Donc, Gateway sera pleinement opérationnel qu'avec l'arrivée de tous ces modules internationaux en 2028. Et la première utilisation par un équipage, donc probablement Artemis 4, se fera à partir de cette période-là. Donc même si on a vu tout à l'heure qu'ils allaient pouvoir quand même utiliser les premiers modules pour pouvoir au moins s'amarrer et faire une descente non habitée, en tout cas, ils pourront utiliser le gateway au même titre que l'ISS aujourd'hui, qu'à partir de 2028. Donc là encore, on voit qu'il y a des retards, quoi. Il y a des retards de partout. Mmh. Chaque page que je passe, c'est des retards. Si les Américains vous annoncent qu'ils ont mis le pied sur la Lune en 2029, honnêtement, à aujourd'hui, ça tient du miracle, hein, mais bon. Le scénario chinois, donc là, ce sont les missions Chang'e. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais j'avais envie de le prononcer comme ça. Alors eux, leur calendrier, il va de 2025 à 2035. En 2025, c'est la mission Chang'e 6 qui est terminée, hein, ils se sont posés, tu vois? Ça, c'est le module, de la mission Chang'e 6. Retour d'échantillons de la face cachée de la Lune, première mondiale. Ce sont les premiers à avoir ramené des échantillons de cette fameuse face cachée de la Lune et ils ont, accumulé des exploits technologiques majeurs, hein, avec, ces missions de Chang'e. Des collectes automatisées, décollage de la face, la plus éloignée, rendez-vous orbital. Ça a été une réussite. 2026, l'année prochaine, donc c'est, la mission Chang'e 7 qui est prévue, avec comme objectif majeur une exploration du pôle sud lunaire. L'appareil atterrisseur, utilisation d'un rover, d'un mini drone, d'un robot sauteur. Ils vont rechercher de l'eau gelée dans les cratères, étude de la topographie. Bon, voilà. L'objectif de cette mission, c'est vraiment d'identifier les sites qui seront
les plus propices pour l'installation d'une base lunaire. 2027-2028, la mise en place d'infrastructures orbitales. Donc, c'est le Kekiao 2 qui est déjà lancé en 2024 et qui servira de 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 relais possible pour les communications vers la face cachée et vers le pôle sud. Ils vont, renforcer des tests, des systèmes de vol habité, le vaisseau Mengzhou, qui est le successeur du vaisseau Shenzhou, le module lunaire Lianyu et la fusée, lourde Long March 10. Donc tout ça, c'est prévu pour 2027-2028. 2029, c'est la mission Chang'e 8, donc qui sera, elle, l'étape essentielle avant l'installation d'une base lunaire. Utilisation de ressources in situ, ISRU, c'est-à-dire que l'objectif, ça va être de pouvoir utiliser du matériel lunaire pour pouvoir, fabriquer du matériel composé. Donc là, ils parlent de briques, à partir de régolithes. Ils vont produire, de l'oxygène, quoi. Voilà, ils vont essayer d'utiliser un maximum de ressources, locales pour pouvoir construire leur base. Et bah, c'est pas con parce que ça évite d'importer, de la charge de terre et cetera, de la Mmh. terre. Mmh. Voilà, donc on le disait tout à l'heure, eux, les États-Unis, c'est le l'ESA et JAXA, et bien la Chine, leur partenaire, c'est entre autres la Russie et d'autres partenaires de l'ILRS. En 2030, cette fois-ci, c'est l'objectif officiel, d'où, le 2000, avant 2030 pour les États-Unis, c'est le premier taïkonaute chinois sur la Lune. Donc, selon la CNSA, hein, c'est la NASA chinoise, hein, ils sont sur la bonne voie pour un alunissage habité, avant 2031. Ils y vont tranquilles avec 2 astronautes, alors là où les Américains veulent être, 4 ou 8, je ne sais plus. Des missions courtes au pôle sud, déploiement d'un petit rover, test de mobilité, bon voilà, un petit objectif, mais, qui peut atteindre son but. Parce que, voilà, c'est plutôt à partir de 2031, et pendant 4 ans, là, jusqu'en 2035, où ils vont progressivement construire l'International Lunar Research Station, donc le fameux ILRS, avec, des modules robotisés installés, avant l'arrivée des équipages, humains, qui vont, faire un maximum de tâches, pour pouvoir, construire ces installations. La production d'énergie, d'eau, des dépôts logistiques, bon voilà. L'objectif après, c'est des missions, habitées régulières après 2035. Donc en fait, la Chine est en bonne position pour bâtir finalement la première base robotique parce que là où les Américains veulent absolument envoyer des humains, les Chinois, eux, ils vont envoyer un maximum de finalement de robots pour pouvoir faire des tâches avant les humains, avant l'arrivée des humains, pour préparer le terrain. C'est pas déconnant. Donc l'atout de la Chine, eh bien, c'est ils ont un programme lunaire qui est ambitieux. Déjà, la Chine a réussi plusieurs missions robotiques lunaires, hein, Tianji 3, 4 et 5. Hem, le programme chinois est quand même efficace et rapide et l'intérêt du fait de la politique chinoise, hein, du gouvernement chinois, c'est qu'il est centralisé, donc il est moins sujet au retard politique. Il y a pas des grandes discussions et cetera, hein. Le grand chef suprême chinois, il dit: «Vous faites ça», bah, tu as tout le monde qui fait ça. Aux États-Unis, c'est pas tout à fait pareil. Donc ça permet une exécution plus rapide. La Chine développe ses propres lanceurs lourds, Long March 10, et des modules lunaires avec des tests réussis en 2024 et 2025. Là où les États-Unis n'ont pas encore fini leurs tests. Donc, c'est quand même un défi pour les Chinois parce qu'ils n'ont encore jamais envoyé d'humains sur la Lune, contrairement aux États-Unis, en tout cas officiellement. Et ils dépendent aussi de leurs partenaires, mais les États-Unis aussi dépendent de leurs partenaires. Tout le monde aujourd'hui dépend de ses propres partenaires. Donc je pense que là-dessus, ils sont à peu près, sur le même plan. Voilà Natacha, je sais pas combien de temps depuis combien de temps on y est là? 3/4 d'heure?
cette aventure, cette nouvelle aventure, de l'exploration, spatiale, en tout cas du de la course à la Lune, moi j'ai vraiment l'impression de vivre les années Kennedy là, hein. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, j'ai l'impression qu'on vit des années de grands, grands, grands changements. À la fois dans l'IA, dans des certaines avancées technologiques, d'autres façons de voir le monde et puis, ce qu'on fait ici, aux autres humains et à l'environnement dans lequel on le vit et donc ouais, moi j'ai l'impression de vivre dans le début d'un film de science-fiction, c'est clair. Ouais, parce que finalement, il y a quand même un gros enjeu à cette conquête, lunaire, hein. Heu, Bah, déjà, le premier enjeu, c'est que, bah, si ce ne sont pas les États-Unis qui mettent les pieds en premier sur la Lune, eh bien, ils vont perdre leur grandeur. C'est-à-dire, là, l'échiquier international, très clairement, il va être, remodelé, ça si ce sont les Chinois qui, investissent eux pour la première fois la Lune avant les Américains, voilà. Ils vont prendre une auréole de gloire et vraiment de puissance qui va remodeler, je pense, effectivement, la face du monde et pour le coup, même si je suis pas pro-américain, là, je préférerais que ce soit eux qui mettent, en premier les pieds aux États-Unis sur la Lune. Après, bah, ils ont, des enjeux, on va dire, hem, économiques, c'est-à-dire que les premiers à arriver sur le pôle sud, ça va être les premiers à prendre la meilleure, le meilleur emplacement sur la plage, hein. Donc là où il y a peut-être le plus de ressources et cetera, donc ça sera peut-être plus facile pour pouvoir, pour pouvoir exploiter les ressources et s'agrandir, effectivement sur la Lune et puis, enfin, bah, les 1ers arrivés, sur la Lune, ça sera peut-être eux qui viendront imposer les lois, parce qu'aujourd'hui, il y a aucune loi qui régit la Lune appartient à tout le monde. Est-ce que ça sera la même chose demain quand il y aura une mégapuissance qui, aura installé une base sur la Lune? Laquelle sera la plus éthique? Là, pour le coup, je suis pas sûr que les États-Unis soient mieux que les Chinois. Vraiment, à voir. Toujours est-il que cet enjeu, j'ai l'impression qu'il est encore plus important que l'enjeu qu'il y avait, en 1969, être le premier à mettre le pied sur la Lune. En tout cas, ça risque de rebattre les cartes, du jeu de bataille international et les années 30 risquent d'être, voilà, quelque chose, Natacha. C'est dans 3 4 ans, ça risque d'être quelque chose. Bah, écoute, merci pour cet exposé, c'était vraiment intéressant de découvrir tout ça, je ne savais pas qu'on en était là. Et maintenant, je vais vous raconter une autre histoire et c'est une histoire que les États-Unis prennent désormais très au sérieux. Alors cette histoire, elle a commencé en 2016 à Cuba et Cuba a d'ailleurs été accusé, hein, d'empoisonner des gens. Mais depuis, il y a près de 200 cas qui ont été, répertoriés et ce sont parce que ça vise des diplomates, des agents du renseignement américain et même parfois leurs familles. En fait, ils ont rapporté des symptômes assez étranges et persistants. Il y a des migraines assez intenses, des acouphènes, des vertiges. Ils souffrent en fait, de troubles sensoriels et ils ont aussi des dommages psychiques. Et ce phénomène porte un nom, figurez-vous, figure-toi Antoine, et c'est un nom médiatique, c'est pas un nom médical, hein. C'est le syndrome de la Havane. Et c'est un phénomène en expansion. Alors on va voir ça ensemble. Je ne sais pas si tu connais ça Antoine, le syndrome de la Havane? Ouais, Figure j'en ai entendu un petit peu parler, mais d'un autre côté, comme je discute aussi beaucoup avec toi, c'est peut-être toi qui m'en as parlé en premier. ah! Parce que ce terme a, d'abord été utilisé pour qualifier des cas qui sont survenus à Cuba.
Cuba a été accusé d'empoisonner ses diplomates, les diplomates étrangers. Mais aujourd'hui, comme il y a des cas similaires qui ont été signalés dans plusieurs pays, eh bien, et beaucoup, hein, dans de nombreux pays, à peu près, sur tous les continents, du coup, on a continué à garder le nom, mais Cuba n'est plus accusé. Parce que, dans le même temps, en fait, vous avez des militaires, des stratèges qui parlent d'un nouveau concept, c'est la guerre cognitive. La guerre cognitive, c'est quoi? C'est pas un combat qui est sur la Lune, c'est pas un combat qui est centré sur les territoires, c'est quelque chose qui est centré sur nos façons de penser et d'interpréter le monde. Je crois, moi, que ce qui se passe avec la Lune fait partie de ça, mais c'est ma petite interprétation personnelle. Alors, ce thème a été abordé, j'ai écouté une émission sur France Culture et il y a plusieurs émissions sur la guerre cognitive, sur, le syndrome de Cuba, sur le syndrome de la Havane. Donc, il y en a une dont je vais vous parler où l'invité, c'était Philippe Hayez. C'est un responsable des enseignements sur, la politique du renseignement à Sciences Politiques à Paris. Alors il était assez intéressant dans ces petites analyses-là, mais il y a une autre émission, je ferai peut-être un développement plus important, là je vais faire un peu plus court. Il y a une autre émission qui est passionnante sur la guerre cognitive. Donc, le syndrome de la Havane, vous l'avez compris, c'est pas une maladie officiellement reconnue au sens médical strict. C'est une désignation médiatique qui regroupe un ensemble de symptômes rapportés par, des personnels en poste à l'étranger. Alors certains rapports médicaux ont décrit des symptômes proches de ceux d'une commotion ou d'un choc neurologique incluant des douleurs, des troubles de l'équilibre, de la fatigue prolongée. C'est quand même des trucs qui sont importants, puis surtout, d'après monsieur Hayez, c'est ce qu'il dit, il y a des dommages cérébraux. Alors on a aussi d'autres études qui n'ont pas trouvé de lésions cérébrales, mais qui reconnaissent une charge psychologique qui est réelle et qui est vécue comme telle, qui est liée à l'épisode évidemment que les personnes ont vécu. Sur le plan neurologique, évidemment, la cause précise reste inconnue et les explications vont un petit peu dans différents domaines, hein, tu vas voir pourquoi. Donc ça va des facteurs environnementaux à des combinaisons de stress, de fatigue, de réactions physiologiques, voilà, des contextes d'exposition professionnelle intense. Tu mettras ça comme pour le Moonhawks, tu mettras ça dans ta tête et tu vas voir si vraiment tu te dis: «Oui, c'est l'exposition à des stress qui peut faire des choses comme ça». Alors évidemment, ça crée un flou scientifique qui alimente à la fois des hypothèses, très variées et une méfiance, la méfiance des autorités vis-à-vis des autorités, qui vont attribuer ces symptômes à ces causes dont je viens de te parler. D'ailleurs, lors de son intervention sur France Culture, Philippe Hayez, précise certains points, et notamment que le phénomène, qui était initialement limité à une vingtaine de diplomates à Cuba, s'est progressivement étendu et je trouve que c'est assez important dans ce que je raconte, parce qu'il a été rapporté non seulement à Cuba, mais aussi dans plusieurs villes où, des diplomates américains sont en poste. Ça vise apparemment les diplomates américains, des membres du renseignement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et leurs familles. Et ça inclut alors des pays en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, les zones où les services de renseignement étrangers sont actifs, tu vois? Du coup, cette distribution géographique, comme tu l'imagines, a quand même alimenté des soupçons d'attaques ciblées, mais aussi des contestations officielles. Parmi les pays, juste, pour dire rapidement, on a l'Inde, on a la Chine, on a le Vietnam, Taïwan, des pays d'Asie centrale, la Pologne et l'Autriche et figure-toi, il y a notamment Vienne, qui est un haut lieu historique du renseignement international. Alors moi, je me dis, des gens qui sont en poste soumis à des grands stress qui feraient, des migraines, parfois comme des chocs et cetera.
des acouphènes, enfin bon, hein. Selon Philippe Payez, cette dispersion géographique n'a d'ailleurs rien d'anodin, parce que ce sont des pays où les agents américains sont très présents et souvent sur des lignes de front géopolitiques, là où le renseignement humain est crucial. Il insiste aussi sur le fait que ces zones correspondent à des nœuds stratégiques, hein. On retrouve des négociations nucléaires, des conflits régionaux, des zones d'influence majeure. Enfin, tu vois un peu le style des endroits qui sont ciblés. Et puis, il va nous rajouter un point essentiel quand même, parce qu'il dit parler de syndrome de la Havane a pu laisser penser à une responsabilité cubaine, mais le fait que le phénomène soit mondial disculpe largement les autorités cubaines. Alors on va s'intéresser à qui peut faire ça. Lui, il va parler, des autorités russes, bon voilà, il y a quand même des petites guerres qui se retrouvent, à des endroits un peu stratégiques et de façon ciblée et avec des choses intéressantes, hein, pour affaiblir. Je vous spoil un peu la suite, mais on va dire que ça affaiblit un petit peu, le personnel en poste là-bas. Et l'un des points les plus marquants, de l'intervention de Philippe Hayez, concerne les hypothèses technologiques. Moi, en tout cas, c'est vrai que j'ai réécouté cette partie-là et je me suis dit: «Ah, c'est étonnant» parce que j'ai écouté une autre vidéo il y a quelque temps et je vous en parle après. Alors l'hypothèse, technologique, pardon, c'est celle des micro-ondes. Il explique: un rapport de l'Académie nationale des sciences américaines a évoqué la possibilité de phénomènes liés à des micro-ondes, des ondes dirigées sur des personnes, c'est fou de penser ça, depuis des installations de proximité. Ces ondes, si elles existent sous cette forme, elles pourraient elles pourraient cibler des gens qui sont pour l'instant des personnels, mais quid de personnes qui résisteraient, par exemple, à des injonctions, ça je rajoute ça, c'est pas lui, hein, à des injonctions gouvernementales. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de personnes qui pourraient dénoncer, par exemple, des actions, des actions policières, des actions. Figurez-vous que j'ai entendu une dame qui disait qu'elle avait eu des symptômes pendant des mois. C'est une dame, je vous regarderez sur YouTube, j'ai plus en tête l'émission, mais c'est une dame qui, a reçu comment ça s'appelle, les tu sais, dans les manifestations, tu as une des balles, pas mortelles, mais qui ont fait des dégâts, là. Il y a des gens qui sont devenus aveugles, en recevant ça dans la tête. En tout cas, c'est des technologies, qui sont utilisées dans les manifestations aujourd'hui, ce qui est catastrophique dans un pays, dans un pays civilisé, mais même tout court, dans un pays tout court. C'est catastrophique et cette personne, a bah, justement, avait parlé sur les réseaux les réseaux de ce qu'elle avait subi et puis elle s'est retrouvée avec plein de manifestations, physiques. Elle a eu plein de problèmes, elle raconte ça, c'est poignant, en fait. Bref, ce sont des technologies d'énergie et je le rappelle, dirigées. On peut cibler une personne, un appartement, un bureau, une maison. Selon l'intensité, on peut créer des dommages que que monsieur Hayez considère comme irréparables, des dommages irréparables au cerveau. C'est lui qui le dit. Et il rappelle que ce type de recherche, en fait, ce n'est pas nouveau. Dans les années 70 déjà, l'ambassade américaine à Moscou est exposée à des ondes destinées à perturber des communications et certains agents également. Les soviétiques étaient très avancés en physique. Il a souligné quand même ça. Et puis il ajoute aussi un point fondamental, ce monsieur Philippe Hayez, il dit qu'à ce jour, il n'existe aucune preuve évidemment publique, formelle, qui permet d'attribuer ce phénomène à un état précis. Il va juste rappeler que certains états sont très, très avancés.
et que ce sont pour le moment, en tout cas, les Américains qui sont ciblés. Oui, je te coupe, 2 secondes, Natacha. Hem, est-ce que tu sais qui est monsieur Alan H. Frey? Absolument pas. Absolument pas. Bien, en fait, figure-toi que c'est un scientifique, un chercheur américain qui a découvert dans les années 60, justement, l'effet des micro-ondes sur le cerveau humain. D'ailleurs, ça s'appelle l'effet Frey, F-R-E-Y. Et ça il a déterminé qu'à partir d'une certaine longueur d'onde, le fait d'impulser des micro-ondes au niveau du cerveau, ces micro-ondes sont absorbées par les tissus, cérébraux. Ça génère une légère expansion thermoélastique dans le crâne et cette expansion, en fait, est interprétée par le cerveau comme un son. C'est-à-dire que le cerveau va, heu absorber les micro-ondes et va finalement se créer une espèce de son à la Jeanne d'Arc, va entendre, soit un bourdonnement à l'intérieur de sa tête ou à ou juste à l'extérieur, mais ça peut être autre chose qu'un bourdonnement, tu vois? Le cerveau va peut-être même carrément, à un moment donné, interpréter des sons, audibles, voilà. Et effectivement, c'est suite aux recherches de ce monsieur Frey, que serait apparu, beh, le fameux cas que tu citais, à Moscou au niveau de l'ambassade, américaine. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que jusqu'à encore aujourd'hui, c'est une technologie qui peut être utilisée et puis à mon avis, elle peut être complètement miniaturisée et être utilisée n'importe où par n'importe quel, État qui a les moyens de se payer ce genre de techno. Figure-toi que je me suis intéressée à ce sujet aussi, bon, par rapport à la guerre cognitive, vous savez, ces sujets de manipulation, que j'aime beaucoup étudier. Comme, Antoine vous l'a rappelé, je suis aussi thérapeute psychocorporelle, donc ma base, c'est un peu la psycho et ce qui m'a interpellée, c'est que moi, j'ai entre autres symptômes, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai des acouphènes, des migraines, voire des maux de tête, des vertiges, des troubles sensoriels, j'ai vraiment ces trucs-là et je me suis dit: C'est fou, ils sont en train de créer chez les autres, la les les choses dont je souffre depuis toujours, à moins que je sois une expérience». À moins que, des Américains te prennent pour une Russe, Natacha, C'est bon. et font des tests sur toi. Voilà. Regarde si tu as pas un Américain planqué dans un arbre là, on sait jamais. Non, mais moi, j'en souffre depuis tellement longtemps, c'est pas d'aujourd'hui et mais c'est peut-être pour ça, tu vois? Ça induit chez moi une forme de réflexion un peu poussée sur la guerre cognitive. Alors, c'est quoi la guerre cognitive? Bah, figurez-vous que c'est un concept stratégique qui va désigner des actions qui sont destinées à influer sur la façon dont les individus ou les sociétés pensent, perçoivent et décident. Et ça va au-delà de la simple désinformation ou de la propagande, hein. Ça cherche à façonner les processus cognitifs eux-mêmes, c'est-à-dire la manière dont les personnes traitent l'information, prennent des décisions, attribuent du sens au monde. Mais c'est pas rien du tout. Et selon l'OTAN, l'Alliance atlantique, la guerre cognitive désigne des opérations synchronisées destinées à influencer, protéger ou perturber les cognitions individuelles et collectives pour obtenir un avantage stratégique. Tu vois que c'est bien, bien, bien étudié et tu vas voir que la France est en plein dedans également. Parce que notre guerre cognitive, ce dont on parle là depuis tout à l'heure, ce sont donc des opérations qui visent à agir sur eh bien, l'attention, tu sais ce qu'on appelle la cognition humaine, c'est les perceptions, l'attention, le jugement, la mémoire, la prise de décision et ça peut se faire par, comme tu l'as vu, des campagnes de désinformation coordonnées, bon ça on connaît, l'exploitation, ce dont on parle souvent, des biais cognitifs humains, les préjugés, tu vois? Les choses comme ça. L'utilisation de technologies numériques, maintenant, pour manipuler les perceptions. Ah oui, il faut aller voir de ce côté-là aussi, parce que on a également des actions qui cherchent à affaiblir, c'est ça que je trouve fou,
affaiblir la rationalité ou la capacité décisionnelle d'un groupe. Ah, on n'est plus aujourd'hui dans simplement raconter nos histoires. On va affaiblir cette capacité à décider. Les gens vont être fatigués, les gens vont avoir des douleurs peut-être, bon ça j'invente, mais si on va de ce côté-là, si par exemple on introduit quelque chose dans le corps via, je ne sais pas quoi, un produit, à une certaine période de l'année, peut-être pour rendre malades les gens ou les affaiblir, ça peut faire partir de cette stratégie. J'invente sûrement. Mais alors, ce concept reconnaît que la cognition elle-même, notre capacité à penser, est donc quoi? Un terrain de bataille. Moi, à une certaine période de nos vies, il y a quelques années, j'ai entendu: «On est en guerre contre un virus». Voilà. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement d'occuper les territoires ou même de détruire des infrastructures qui se font aujourd'hui avec des drones, hein, on utilise pas mal ça. Mais il s'agit de perturber notre capacité, cette capacité-là à penser, à décider et à agir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, mais pour moi c'est un peu important. On touche à notre liberté. Et la perception humaine, il faut que vous sachiez, elle est quand même malléable. On part de cette base-là. Elle dépend du contexte, des préjugés, des représentations qui sont préexistantes. Elle dépend des et bon, ça peut on peut avoir des campagnes de désinformation ciblées qui exploitent ce qu'on appelle les heuristiques mentales, c'est-à-dire nos raccourcis mentaux et là, par exemple, ce sont les biais cognitifs comme le biais de confirmation ou même autre chose qui est la surcharge d'informations. Je me suis rendu compte depuis quelque temps qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mails. Et puis qu'on a beaucoup de choses qui doivent se passer par internet. Et puis qu'on est surchargé d'informations, de trucs qui nous emmènent à droite, à gauche, pour qu'on ne puisse plus penser à nous et être dans le bonheur. Et comme dit Patrick Borensteinaz, l'alchimiste dont je vous parle souvent, le bonheur, c'est à la bonne heure, c'est le moment présent. Bref, la guerre cognitive tire parti de ces mécanismes psychologiques pour semer le doute, fragmenter la confiance et polariser les opinions publiques, tout simplement. Alors ça signifie que la même information qui est vraie ou fausse n'aura pas le même impact selon le profil psychologique, le réseau social et l'environnement culturel de l'individu. Donc, vous voyez tous les éléments qui se mettent en place parce qu'après je vous parle du GECO. Mais d'abord vous comprenez ça. Sur le plan psychologique, rappelez-vous quand même que l'incertitude joue un rôle clé. Plus on est incertain, plus on est en insécurité, plus on a envie de se raccrocher à des choses que l'on nous raconte pour nous ramener dans une forme de sécurité. Et le groupe, la pensée du groupe rassure. Quand un individu ne comprend pas ce qui lui arrive, que la cause est invisible ou ambiguë, parce qu'un individu a besoin de sens, je vous le dis tout le temps, ça peut amplifier les symptômes. Alors, il peut y avoir évidemment cette amplification, ça va créer de l'anxiété, une forme d'hypervigilance. Je vous parle assez souvent dans les émissions avec Antoine de la théorie polyvagale. La mise en insécurité crée de l'hypervigilance dans certains contextes et certaines conditions. Ça peut créer aussi le sentiment d'être ciblé. Ah, c'est pas rien, hein, et la guerre, cognitive exploite précisément ces zones de vulnérabilité. Tu en penses quoi, Antoine? Parce que j'ai pas fini, je vais te raconter quelque chose sur la géopolitique, mais tu en penses quoi? Bon, alors, pour tout avouer, j'étais en train de divaguer dans mon esprit, Mmh. depuis que tu as sorti, «Nous sommes en guerre» et Je comprends, je comprends. donc Je non, vois ouais, je vais te laisser continuer. je vois un peu là où tu étais. Alors Philippe Ayez, je reviens à mon monsieur là dont je parle tout à l'heure, depuis tout à l'heure, cet enseignant.
Il insiste sur un paradoxe du renseignement moderne. C'est un spécialiste, hein, du renseignement. Il dit que les officiers de renseignement sont aujourd'hui souvent déclarés, ils sont déclarés, hein, vous entendez ce que je dis? Ils sont identifiés, ils sont déclarés par les pays hôtes, ceux qui les accueillent. Et donc, il est relativement facile de savoir qui ils sont et de les suivre. Bah, ça crée ce dont je viens de vous parler, une vulnérabilité, mais alors cette fois, cette vulnérabilité, elle est structurelle. Parce que intimider, désorganiser ou fragiliser ces agents, même sans les éliminer, peut suffire à affaiblir un dispositif de renseignement. Donc c'est pas tout à fait idiot de faire ça. Parce que dans notre monde, moderne, les stratégies de puissance ne s'y limitent pas, comme on l'a vu, aux armées et aux frontières physiques. On a des acteurs étatiques et non étatiques qui cherchent à influencer l'opinion publique et étrangère et même celle de leurs, concitoyens. Ils cherchent à miner la confiance dans les institutions ou à affecter les décisions politiques à distance. Moi, j'ai entendu d'autres documentaires. Alors, c'était ciblé sur les États-Unis, sur ce qu'ils faisaient, les États-Unis, sur, leurs énormes ingérences dans les autres pays et j'ai aussi écouté tout un truc sur leurs achats, le fait qu'ils affaiblissent des des entreprises, heu, qui ont un lien avec les États-Unis, même un petit lien. Ils les affaiblissent, ils les rachètent et puis ils les démontent pour récupérer leur technologie. Magnifique, magnifique. Enfin et leurs droits qui viennent chez eux, les autorisent à faire ça. Sur d'autres entreprises qui ne sont pas de chez eux, qui ne sont pas des États-Unis. Bon. Et donc, je reviens à ce que je racontais au départ. Donc, les technologies numériques et les réseaux sociaux, ça offre une infrastructure qui peut être exploitée pour orchestrer des actions d'influence à grande échelle, parfois invisibles, parfois subtiles, mais potentiellement efficaces. La guerre cognitive, dans ce cadre, c'est devenu une dimension complémentaire des conflits hybrides parce que ça mêle social, politique, technologique et informationnel. J'y suis arrivée. Voilà, ça mêle toutes ces données-là. Et là, c'est précisément dans cette perspective que s'inscrit GECO, dont je vous parlais tout à l'heure. Et non, mon cher Antoine, ce n'est ni un gadget, ni un projet secret digne de James Bond. Je suis sûre que tu étais là, mais non. C'est un projet de recherche scientifique français. Tout ce qu'il y a de plus officiel, hein, c'est pas caché. C'est académique, rigoureux et c'est consacré à l'étude de ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre avec moi cognitive. Il est pas avec moi, il dort. Ces données Pas du tout, j'étais en train de chercher les lézards geckos, ah! juste pour voir si ça avait un rapport. Excuse-moi, je divaguais encore. Voilà, Divaguer. Alors quelquefois ça s'écrit, le projet GECO, G-E-C-O ou G-E-C-K-O. voilà. Donc le lézard gecko, voilà, je me demandais si ça avait un petit rapport. Écoute, j'y ai pas pensé, je t'avoue. J'y ai pas pensé. En tout cas, je vais te dire ce que c'est quand même, hein. C'est Mmh mh. un espace de recherche interdisciplinaire où on va essayer de comprendre comment la cognition humaine individuelle et collective, j'insiste, peut être influencée, perturbée ou instrumentalisée dans des contextes de conflit ou de crise. Et bah, ce projet, comme je te l'ai dit, il est pas caché. Il est porté par des institutions parfaitement identifiables. On a notamment l'INALCO, l'Institut national des langues et des civilisations orientales, l'IRSEM, qui est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire.
Il y a plusieurs labos, plusieurs laboratoires universitaires en sciences, notamment du langage, les sciences cognitives et ingénierie cognitive. Et puis il y a aussi l'École nationale supérieure de cognitique, je crois, de Bordeaux. Et tu verras, hein, il s'agit d'une recherche qui est encadrée, financée, transparente, prévue sur une durée de 36 mois, de janvier 2023 à décembre 2025. Donc c'est en cours, mais ça se termine. Et les résultats sont progressivement produits, discutés dans la communauté scientifique. On peut avoir accès à certaines données. L'originalité de GECO, ce n'est de ne pas réduire la cognition à ce qui se passe dans un cerveau isolé. En fait, le projet, il va partir d'un constat simple mais fondamental. Nous ne pensons jamais seuls. Nos décisions, nos perceptions, nos croyances sont façonnées par le langage, les récits, les dynamiques de groupe, tu vois, les organisations, les outils numériques, les contextes culturels, bien évidemment, et géopolitiques aussi. Et GECO va donc s'intéresser à la cognition comme un phénomène collectif, social et situé dans le contexte. Ce qui est particulièrement pertinent lorsqu'on parle de désinformation, d'influence, de manipulation de récits ou de pression psychologique dans les contextes de crise. Et tu as compris que les objectifs, je pense, heu, enfin ça, c'est l'objectif officiel. Comprendre, peut-être qu'il y a des objectifs autres, objectif qui est dit, comprendre comment des stratégies cognitives peuvent affecter des individus ou des groupes, analyser les vulnérabilités cognitives dans des situations complexes, concevoir des outils de simulation pour tester des scénarios fictifs de crise et former des acteurs civils ou institutionnels à mieux reconnaître et gérer ces situations. Tu vois un peu quand même où ça peut nous mener là, si on l'utilise, d'une certaine façon. Et le projet prévoit notamment l'utilisation de scénarios fictifs, mais réalistes, permettant d'observer des personnes ou des groupes, qui réagissent face à des environnements informationnels déstabilisants. Ça te rappelle pas une certaine période, toi? Bah, alors, je vais t'en parler d'une de période, mais je pense pas que ça soit celle à laquelle tu fais allusion, parce que celle à laquelle tu fais allusion, c'était Il y en a plusieurs, mais il y a 4-5 ans. ouais, il y a 4-5 ans, mais Ouais, il y mais a moi, je vais revenir sur une période, qui est plus, en rapport avec, mon sujet, donc il y a 60 ans. La fameuse course, à la Lune, générée par les Américains, qui pendant des années, c'est-à-dire à partir du moment où, Kennedy a dit au peuple américain: «Nous serons les premiers à mettre le pied sur la Lune». Ça a été ensuite répété, répété, répété dans tous les médias, américains, les sur les paquets de céréales, sur les t-shirts. C'est-à-dire que les Américains ont, pendant, des années, été, biberonnés, quoi, je ne sais pas comment on va dire, sur le fait qu'ils allaient être les premiers à mettre le pied sur la Lune. mmh. Qu'est-ce qui serait passé s'ils n'avaient pas mis, le pied sur la Lune avant les Russes? Par rapport à la très belle démonstration que tu as faite? Ça aurait été le chaos. Ça aurait été l'effondrement de toutes les valeurs, de toutes les valeurs, américaines. Ça aurait été, je pense que le gouvernement américain, quel qu'il soit, parce que c'était plus Kennedy à ce moment-là, s'en serait pas remis. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense qu'aujourd'hui, en tout cas, ils sont en train d'étudier de façon officielle la manière dont les groupes réagissent face à des environnements informationnels déstabilisants. Je Ouais, mais est-ce que ça date d'aujourd'hui? Alors oui, c'est le groupe, français GECO. je te parle de Oui, ce qui est d'accord. dit officiellement. OK, donc Je parle effectivement, GECO l'étudie officiellement, mais est-ce c'est que pour génial. toi, ça existe pas ces études?
Non, j'ai pas dit ça. Ah, Il me semble que je t'ai déjà parlé, on a fait une émission sur MK Ultra. non, je sais pas ce que c'est. J'ai fait tout un petit développement, un peu peut-être un peu plus léger que ce que j'aurais pu faire. Je ne sais pas ce qu'on peut dire sur une chaîne de YouTube, surtout quand YouTube s'amuse à réorganiser son algorithme et que les chaînes doivent être de plus en plus lissées. Ça doit être lisse. C'est les voilà, les environnements lisses qui vous sont proposés. Donc à vous d'agir, hein. Nous, on donne les infos, allez voir. Et ça, c'est pas lisse, ce dont on parle. Alors, c'est pour ça que j'utilise, mmh, des hypothèses. Voilà. Donc Géco, il s'inscrit, mais de façon officielle, dans une réflexion beaucoup plus large qui est partagée au niveau européen et international. C'est laquelle? Eh ben, c'est celle qui considère que les conflits contemporains ne se jouent plus uniquement avec des chars ou des missiles, mais aussi avec des récits, des émotions, des perceptions et des biais cognitifs. Pourquoi, d'après vous, depuis plusieurs émissions, je vous parle des biais cognitifs? que Faites tu nous lire, conditionnes. parce que je vous déconditionne, Ah, parce que pardon. je vous montre je vous montre votre fonctionnement, notre fonctionnement. Pourquoi je vous le montre? Pour être plus conscient et autre et plus. Donc, GECO, c'est un projet d'analyse, comme vous l'avez vu, transdisciplinaire, hein, qui va explorer quoi? La cognition humaine. Cognition, c'est la manière dont on pense, on réfléchit, on anticipe, il y a la mémoire dedans, il y a pas mal de choses, hein. Mais aussi les vulnérabilités. Pourquoi, d'après vous, est-ce que je fais mon travail de thérapeute psychocorporel et que je travaille sur les émotions? Voilà. Donc, les vulnérabilités, comme je disais, psychologiques, les enjeux, ça travaille aussi sur les enjeux de sécurité et d'information et ça étudie les stratégies d'influence contemporaine. Tout ça, vous êtes informés maintenant, hein. Alors, le syndrome de la Havane reste aujourd'hui un phénomène réel, mais partiellement inexpliqué. Mmh. Les symptômes existent. Eh oui, les symptômes existent. Les souffrances, on parle bien de souffrances, elles sont documentées. Mais les causes exactes, qu'elles soient technologiques, environnementales, peut-être, je ne sais pas, psychologiques, peut-être qu'ils ont des problèmes personnels, toutes ces personnes. C'est plus de 200 cas et qui, comme par hasard, ont un point commun, ces 200 cas. Ou alors les causes encore, hybrides, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des mélanges, je ne sais pas. En tout cas, ça fait pas consensus. Mais la guerre cognitive, elle, elle est bien identifiée comme une réalité stratégique contemporaine. Elle nous oblige à repenser ce que signifie se défendre dans un monde où le cerveau humain devient un enjeu géopolitique. Et pour moi, comprendre ces mécanismes, c'est déjà commencer à s'en protéger. C'est le mot de la fin pour moi ce soir. Je crois que la prochaine fois, Natacha, tu nous feras un petit sujet sur, le phénomène HAARP. Je sais pas, tu connais? Du tout. Eh bien, voilà, tu te renseigneras, HAARP, et je pense que ça va te passionner parce que tu passeras dans une autre dimension, similaire finalement à ton cas du syndrome, du symptôme de la Havane, mais ça sera peut-être un niveau planétaire, tu verras. Bah, merci Natacha, et puis moi je vous conseille d'écouter cette émission avec, en musique de fond, la musique, d'Ennio Morricone, «Il était une fois la révolution». Vraiment ça colle très, très bien au discours de Natacha. Voilà, oh bien écoute, Natacha, on va s'arrêter là, une très longue émission,
super intéressante, voilà, moi j'ai adoré nos 2 sujets. Pendant les vacances, on se retrouve encore une fois justement, en réalité, c'était une petite introduction que je vous faisais aujourd'hui à la prochaine émission qui sera sur, le Moon Hoax, donc sur la conspiration, de l'aventure lunaire des années 60. Voilà, j'espère que vous garderez bien en tête, ce qu'on vit en ce moment et ce que, ils ont vécu il y a 60 ans et vous allez voir, ça va peut-être remettre pas mal de choses en question. On vous réserve une grosse surprise pour Noël. Logiquement, il y a un ancien animateur de Miasme TV que vous réclamez à cor et à cri, qui devrait, avec qui on devrait faire un petit enregistrement et que je passerai pour le soir de Noël. Voilà, pour ceux qui ont pas la possibilité de faire la fête en famille et cetera. Au moins, vous pourrez vous, réconforter avec cette émission. Je pense qu'il va extrêmement vous plaire. Hem Pendant les vacances de Noël aussi, j'ai plein d'autres émissions à vous proposer. Je vais mettre en place, une émission radiophonique que j'ai faite avec, Charly Sanson. Vous savez, un des auteurs de Génération Cité d'Or qui a quand même 97 ans cette année et qui a une vie formidable. Voilà, j'ai fait, plusieurs dizaines d'enregistrements avec lui. Je vous passerai ça pendant les vacances. Plus, d'autres émissions, d'autres surprises, il y a la suite du livre de Violette aussi qui doit arriver. Il y a, Fleur qui a été notre envoyé spécial, hein, sur, Festival Cosmorigine, qui a fait des captations là-bas, voilà, j'en passerai aussi, vous n'allez pas vous ennuyer sur, Miasme TV pendant les vacances et puis si vous avez tout vu, je vous rappelle, allez sur Natacha & Co. Oui, même si vous n'avez pas tout vu. Allez sur les 2. Un coup l'un, un coup l'autre. C'est pas faux parce que il y en a quand même un certain nombre d'émissions, je crois qu'on est à plus de 600 sur Miasme TV, mais bon, Ah oui. donc tu as raison. Allez, un coup l'un, un coup l'autre. Allez, on vous embrasse, passez un bon week-end. Ciao, ciao et merci pour votre participation à tous les amis du samedi soir qui sont avec nous pa sur le chat. Et puis, passez de très bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là et on a une petite pensée pour Gérard qui est en train de descendre le Nil à la rame Ah et oui! qui non, peut-être pas la rame, il est sur un bateau, mais et qui râle de pas avoir de wifi pour pouvoir nous écouter ce soir, mais on a une petite pensée pour lui. Ciao, ciao. Ciao. Et donc, je reviens à ce que je racontais au départ. Donc, les technologies numériques et les réseaux sociaux, vous le savez, ça offre une infrastructure. Je vais y arriver. Bug. Bug. Ça offre une infrastructure. En tout cas, moi, ce que je constate, Natacha, c'est que tu es une vraie rebelle, hein, l'air de rien, tu es chez Natacha. Ah, ah, regardez là, sous son air bien propre et tout, une révolutionnaire cette Natacha. Mais absolument, mais réellement. Mais oui, Simplement que, je crois qu'il faut pas faire les choses n'importe comment. Je crois qu'il faut être très prudent. Je crois qu'il faut être de plus en plus conscient. Je crois qu'il faut aussi se relier les uns avec les autres et relier nos consciences.
Je crois qu'il faut se détacher des injonctions. Je crois qu'il faut voilà, il faut apprendre aussi à vivre ses émotions et ça, c'est très important parce que je vous je j'ai remarqué dans mon travail que le travail sur la régulation émotionnelle faisait que nous changeons de perspective. Je ne vous dis que ça.